going to be translated into German and possibly into French. So there is a link you can all go to. It's streaming.c3lingo.org. You can go there for translations. And we are about to start the talk called What the World Can Learn from Hong Kong. And it's going to take 90 minutes because apparently we can learn a lot from Hong Kong. So buckle up. It's going to be a long ride. And our speaker, Catherine Tai, is a University of Oxford alumna and a PhD candidate at... Notre présentateur ce soir sera Catherine Tai. Let's give her a big round of applause. Oh, yours. Thank you. Merci. Bonjour tout le monde, merci d'être ici. Merci de m'avoir accueilli au CCC. Alors déjà, je voudrais commencer à dire merci aux traducteurs, c'est nous. Alors, je parle très très vite, donc applaudissez les traducteurs, s'il vous plaît. Je m'appelle Catherine. Comme le Hérald vient de dire, je suis un étudiant en thèse sur les sciences politiques. Je travaille aussi comme journaliste en plus. Et donc, comme je suis journaliste en freelance, j'ai couvert les protestations à Hong Kong pendant pas mal de temps. Alors, il y a un petit problème avec cette conférence, c'est que je ne suis pas de Hong Kong moi-même. Donc la plupart du temps, on voudrait voir des gens qui viennent de Hong Kong et on va les entendre, eux, parler de leur... Mais le problème, c'est qu'ils veulent rester anonymes et c'est dangereux pour eux. Donc c'est pour ça que moi, je veux être là et c'est pour ça que je veux essayer de passer leur message des gens que j'ai entendus, des protestants à Hong Kong. Donc je vais du coup référencer pas mal de journalistes et d'activistes à Hong Kong. Et je vous recommande vraiment d'aller les suivre parce qu'au final, c'est eux qui savent le mieux. Et qu'est-ce que je veux faire du coup ici? Pour commencer, donc c'est 90 minutes. D'abord, je vais vous donner un résumé de pourquoi les choses se passent, pourquoi c'est ce qui se passe en ce moment, ça se passe. Je vais aussi montrer pas mal d'art des protestants. Et je vais vous montrer certaines stratégies que les protestants ont utilisées et ont utilisées depuis plus d'1 an et demi. Et donc, donc ces stratégies qui les ont aidés à continuer, même si ils sont contre un gouvernement qui est très fort. Je vais aussi parler, bien sûr, de technologie parce qu'on est au CCC. C'est très important qu'on parle des technologies très avancées qui sont utilisées pour se défendre contre la police. Donc, par exemple, les catapultes. Alors ça, c'était récemment à l'université chinoise de Hong Kong. Et bien sûr, il y a d'autres catapultes. Mais sérieusement, comme j'ai dit, je vais commencer avec un peu de politique et je vais parler des stratégies politiques que les protestants ont utilisées. À la fin, je vais donner une petite aperçu de ce qu'on peut voir dans les prochaines années et ce qu'on peut faire pour rester informé sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Alors, est-ce que je peux voir le public un peu? Super. Alors, je voudrais savoir, je veux voir à peu près combien de personnes savent un peu les politiques de Hong Kong. Est-ce que vous savez ce que veulent dire les années 1997 et 2047 à Hong Kong? Levez votre main, s'il vous plaît. Waouh, super. Donc, c'est beaucoup plus que ce que je pensais. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop ennuyant ce que je vais dire, du coup. Merci pour la lumière. J'aime bien voir les gens, c'est super. Alors, bon, je vais donner un petit aperçu quand même. Alors, vous savez peut-être que Hong Kong était une colonie britannique jusqu'à 1997. Donc, ça suivait les règles des colonies britanniques. Quand ça s'est terminé, ils ont décidé de faire un arrangement que Hong Kong redeviendrait chinoise. L'événement s'appelait le handover.
Donc c'est donné à quelqu'un. Et donc l'idée, c'était qu'on donnait Hong Kong à un autre gouvernement. Ironiquement, c'est aussi un peu le retour à la Chine, parce que le gouvernement chinois n'était même pas au gouvernement de la Chine à ce moment-là. Donc cet événement, le handover, avant qu'il se passe, les Anglais et Hong Kong ont eu un arrangement qui disait que les droits et la liberté des personnes, de la presse, des assemblées, des académies de recherche et des religions sont assurés par les lois de Hong Kong. Alors pourquoi c'était écrit comme ça? Parce que c'était une colonie, mais comme c'était utilisé comme un grand centre d'import et d'export, ça avait beaucoup de liberté. Donc les gens pouvaient protester et les colonies britanniques l'autorisaient. Il y avait beaucoup de liberté d'expression de la presse. En Angleterre, on s'inquiétait un petit peu de ces libertés. Qu'est-ce qui va se passer quand ça deviendra quand ça va partir de la Chine? Ce ne sera pas une démocratie. Donc ça ne l'était pas à l'époque, ça n'allait pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc il y avait beaucoup d'anxiété. Et donc en 1997, en 87, il y a eu un événement où quelqu'un a été oppressé sur la place de Tiananmen Square. Et donc, ils se demandaient est-ce que des choses équivalentes vont se passer. Donc, l'idée que la liberté serait garantie était du fait que ça s'était arrangé comme ça. Donc, il fallait que ce soit différent. Il fallait qu'ils gardent toutes ces libertés. Il fallait qu'ils gardent toutes ces lois qui n'étaient pas du tout garanties en Chine. En plus, Hong Kong n'avait pas de démocratie, dans le sens où nous, on voit la démocratie. Mais le but, au final, quand on avait nommé le chef exécutif, c'est qu'il était voté grâce à des manières qui sont démocratiques, mais ce n'est pas exactement de la démocratie. Donc on s'est défini un peu différemment, mais c'est plus ou moins ça. Donc en 97, quand Hong Kong a décidé de ce qui a été décidé pour Hong Kong, au final, c'était que le gouvernement allait être élu par Pékin. Et donc la décision allait être faite à Pékin et ils allaient pouvoir voter pour leur Parlement. Mais le Parlement ne peut pas ajouter des lois et ils ne peuvent pas vraiment décider ce qui se passe. Donc les gens à Hong Kong ont quand même le droit d'élire l'opposition, mais ils ne peuvent pas vraiment élire le gouvernement. Donc c'est de ça qu'on part en 97. Donc c'est important qu'on comprenne, parce que quand Hong Kong faisait partie le fait que Hong Kong fait partie de la Chine légalement, ça reste quand même un pays qui est très différent. Et donc les années d'après, ça s'est vraiment manifesté. Donc Anthony quelque chose a lancé la ville de protestants. Après ça, beaucoup de protestations ont été faites et beaucoup ont été en rapport avec la Chine. Donc quelques exemples ici. En 2003, par exemple, il y a eu une manifestation contre l'article 23. Donc l'idée, c'était difficile. Donc le but, c'était que le gouvernement ne puisse pas changer les lois. En 2012, les étudiants ont protesté contre le curriculum qui disait que c'était du lavage de cerveau et que ça disait aux gens à Hong Kong que la démocratie était mal et que la Chine était mieux. Donc ça a marché. Il y a eu pas mal d'autres manifestations après, dans les années 2000. Donc par exemple pour maintenir les bâtiments importants qui font partie de l'héritage de la ville. Malheureusement, ceux-là n'ont pas marché. Donc il y a eu des choses qui ont bien marché, des choses qui n'ont pas bien marché. Mais les gens allaient dans la rue et les gens faisaient des manifestations, des rallyes politiques. Donc par exemple, on voit sur la photo. Et puis au final, il y a eu 2014. Donc je pense que vous avez dû voir cette photo. Ça s'appelle la Umbrella Revolution, la révolution des parapluies.
Donc c'est moi qui ai pris cette photo et je l'ai pris quand j'étais étudiant en journalisme à l'époque. Cette promesse d'une démocratie, d'une peut-être démocratie, à l'époque, Pékin en fait a cassé cette promesse parce qu'ils avaient fait des plans d'élire ça, donc il y avait un suffrage universel, mais au final c'était quand même eux qui payaient, qui choisissaient les candidats. Donc les gens ont eu l'impression que c'était de la triche et c'était pas ce qu'ils voulaient. Donc ils se sont mis dans la rue et pendant 2 mois entiers et 2 semaines entières, les gens sont restés dans la rue. Donc c'est vraiment impressionnant. Et en plus, ça, c'est des routes qui sont super empruntées tous les jours. Et c'était fou qu'il y ait des gens qui soient là pendant si longtemps. C'était très organisé. Les gens étaient très optimistes. Ils étaient sûrs que ça allait marcher, qu'on doit rester ensemble, on va continuer. Et quand on leur demandait comment vous allez faire pour avoir la démocratie, mais ils ne savaient pas trop, mais ils se disaient ça va marcher, c'est sûr, on aura la démocratie. Ce qui s'est passé, c'est que la police est arrivée et a tout enlevé. Le gouvernement est arrivé. Il y a eu des batailles entre le gouvernement et les protestants. Il y a eu beaucoup de batailles et au final, c'était une période de grosse dépression politique. Les gens ont réussi quand même à amener des milliers de personnes dans la rue, mais ils n'ont pas réussi à avoir une discussion où ils se sont assis et ils sont parlé en tant qu'adultes. Quelqu'un m'a dit à l'époque que si le gouvernement ne nous écoute même pas, quand on amène tous ces gens dans la rue, alors je ne sais pas ce qu'on peut faire pour changer les politiques. Une chose que cet événement m'a appris, c'est qu'il n'y a pas de limite sur à combien je peux être déçu par mon gouvernement. Et donc, en plus de ce sentiment de dépression, c'est qu'il y a eu beaucoup d'autres événements qui ont un peu trahi les promesses de ces gens d'avoir un pays de liberté, ont toutes été cassées. Donc, par exemple, en 2015, il y a eu le Bookseller Abduction, où des gens ont été mis en prison par le gouvernement chinois. Certains en Chine, certains à Hong Kong. Il y avait pas mal de gens qui vendaient des livres et ils se sont fait arrêter parce que les livres parlaient du gouvernement chinois. Et donc, ils se sont... Donc, imagine, par exemple, si tu es né à Hong Kong, on t'a dit quand tu étais petit que tout irait bien, que c'était ton propre gouvernement, que c'était toi qui avais tes droits et le suffrage, et qu'au final, d'un coup, on te dit, en fait, non, en fait, la Chine va arriver et va enlever tout ça. Donc, c'est pas top. En 2016, c'est aussi très important, il y a eu la révolution Fishbowl. Donc, c'est de là que cette affiche vient. La révolution Fishbowl, c'était une protestation à Bangkok. Les gens ont décidé que la violence est peut-être ce dont on a besoin pour faire des changements dans le gouvernement. À l'époque, les gens avaient été calmes et ça n'avait pas marché. Donc ils se sont dit, il faut qu'on fasse autre chose qui marche. Donc peut-être la violence, peut-être des riots. Il y avait pas mal de clashs entre les protestants et le gouvernement. Les gens se lançaient des briques, la police balançait des briques en retour. Donc ça s'est arrivé. Et de 2016 à 2018, quelque chose d'autre qui était assez important est arrivé. C'est après l'événement Umbrella. Donc les gens se sont dit, on va continuer à envoyer des briques comme ce qui s'est passé dans le fishbowl. Et il y en a d'autres qui se sont dit, on va essayer de rentrer dans l'institution, on va essayer d'être élus et on va essayer de changer le système de l'intérieur. Mais ce qui s'est passé, c'est que 6 candidats et après ça 6 élus au Parlement ont été disqualifiés et ont été promis qu'ils pouvaient le faire, mais au final, ça ne s'est pas arrivé. Il y a eu des raisons légales pour ça, c'est que ces disqualifications ont été bloquées par le gouvernement. Mais ce qui est important, c'est que beaucoup de gens ont vu ça comme une promesse corrompue. Donc même avec notre système qu'on a, où on peut élire des gens, mais vous ne nous laissez même pas les choisir, vous les disqualifiez. C'est quelque chose qui ne s'était jamais passé avant. Vous disqualifiez les gens après qu'ils aient été élus. Donc les gens qui ont été
Et ces gens, même quand ils ont été élus, ils ont été quand même virés, donc ça va pas du tout. Ce qui veut dire, ça veut dire que si par exemple tu es quelqu'un qui est à mon âge et qui habite à Hong Kong et que c'était la colonie britannique qui s'en occupait, et puis ensuite tu as été donné à la Chine, donc c'était quand tu avais 4-5 ans. Donc tu n'as jamais eu le choix. Si c'était le cas, tu n'aurais jamais eu le choix. Donc, mais à l'époque, tu avais quand même accès à Internet, tu n'avais pas la censure qu'il y avait en Chine. Donc au final, si tu fais partie de cette tranche d'âge, tu es au courant de tout ça, tu sais ce qui passait en 1947. Tu sais ce qui se passe et tu fais partie de ces choses-là. Mais ce que tu vois, c'est aussi la liberté que tu as et tous ces signes que ces promesses qui ont été faites de ces 50 ans de liberté, c'était des promesses vides et que la Chine n'avait jamais eu l'intention de les suivre. La Chine ne veut pas que Hong Kong soit un pays avec son propre système. Et ça, c'est clair. Et c'est clair qu'ils ont toujours voulu avoir un seul pays uni. Et donc c'est en sachant qu'il y a cet état d'esprit qu'on peut comprendre. Donc les gens ne font pas confiance au système chinois. Et ce qui s'est passé en 2018, c'est que le gouvernement a introduit une nouvelle loi d'extradition. Avant, la manière dont le système légal à Hong Kong était séparé de la Chine, et c'est que vous ne pouviez pas extrader des gens vers la Chine depuis Hong Kong. Donc les gens pouvaient s'enfuir vers Hong Kong, etc., et essayer d'évader des poursuites en Chine. Mais ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a commis un crime à Taïwan, ce que la Chine considère comme étant partie de la Chine. Et cette personne était un citoyen de Hong Kong. Et s'est enfui vers Hong Kong. Quelqu'un d'autre était reconnu coupable de fraude avec des cartes bancaires. Et le gouvernement hongkongais a dit OK, on va faire une nouvelle loi pour extrader les gens vers la Chine. Moi, je veux dire, qu'est-ce que vous pensez que les gens ont pensé de ça? Les gens n'étaient pas du tout contents. Et du coup, le 9 juin, 1 million de personnes préestimées sont descendues dans la rue pour protester contre cette nouvelle loi d'extradition. Et c'est à ce moment-là qu'un nouveau moment politique a commencé. Et donc, ce qui s'est passé ces derniers mois, et c'est difficile de se rendre compte de l'échelle de ce qui s'est passé. Donc, il y a après 1 million de manifestants pour un certain nombre de policiers. Donc, le 12 juin, les protestants ont empêché une deuxième lecture de la nouvelle loi et les forces de l'ordre sont intervenues avec des gaz lacrymaux, etc. Le 16 juin, la plus grosse manifestation qui ne s'est jamais arrivée à Hong Kong avec 2 millions de personnes a eu lieu, ce qui est en fait une partie considérable de la population totale à Hong Kong. Et le 21 juillet, c'est un des événements que les gens ont vraiment besoin de savoir. Il y avait une manifestation dans le centre de Hong Kong et un peu plus au nord. Et soudainement, un groupe de 20 ou 25 hommes en t-shirt blanc sont apparus et ont commencé à battre les gens. On sait tout ça parce qu'il y avait un journaliste à un moment dans la station de métro où c'est arrivé. Et donc c'était vraiment des événements complètement nouveaux, c'était jamais produit quelque chose comme ça avant. Et donc tout le monde a pu voir les violences commises par ces hommes et ces hommes et ces gens inconnus, et la police ne faisait rien pour ça. Les polices ne faisaient rien pour protéger les citoyens. Et donc à ce moment-là, ils ont arrêté personne, puis après, ils ont arrêté des gens. C'était vraiment un tournant dans l'histoire de ces manifestations-là cette année. Parce qu'en cas de doute, maintenant, pour les citoyens hongkongais, maintenant, on avait atteint un nouveau sommet. C'est-à-dire que
je ne pouvais plus faire confiance à la police. Maintenant, si quelqu'un d'inconnu me bat, je ne peux plus faire confiance à la police. Et donc, ça a été un événement déterminant pour les gens. Et les gens ont eu beaucoup d'empathie en fait pour les gens qui se sont fait battus et se sont dit ça pourrait m'arriver à moi maintenant. Et du coup, de plus en plus de manifestants sont dans la rue. Donc 18 août, 1,7 million de personnes. 31 août, plusieurs dizaines de milliers, mais c'était une manifestation illégale. Donc les gens en fait sont quand même descendus malgré l'interdiction de manifester. Et donc, évidemment, il y a des sanctions très lourdes pour ce genre quand vous enfreignez la loi de cette manière-là à Hong Kong. Mais malgré tout, les gens ne se sont pas laissés intimider. Et le 1er octobre, le jour de la fête nationale chinoise, beaucoup de gens sont descendus et c'est également le premier jour où quelqu'un s'est fait tirer dessus par balle par un officier de police. Le 4 octobre, à nouveau, des milliers de gens dans la rue. Le gouvernement essaye de bannir les masques, histoire qu'ils puissent voir les visages. Mais au final, les manifestants ont ignoré ça, ont mis d'autres masques et sont quand même descendus dans la rue. Le 8 novembre, la première victime meurt à cause des manifestations et de la répression de la police. Il est resté dans le coma plusieurs jours avant de mourir le 9 novembre. Et voici une photo des gens mettant des fleurs pour lui. Et cette victime était juste quelqu'un un innocent qui regardait la manifestation probablement. Et il a été touché par une brique et meurt. C'est une autre personne qui meurt du coup plus tard. Il s'agit des jours les plus violents en termes de manifestations à Hong Kong. Et c'est à ce moment-là aussi que des gens ont commencé à occuper le campus de l'université. Et au 18 novembre, la police a commencé en fait à assiéger l'université. Et des milliers de personnes sont descendues, ont essayé en fait de sortir, essayer de casser le cordon de la police. Et les gens à l'intérieur étaient bien sûr très effrayés de la police et ne voulaient pas sortir parce qu'ils avaient observé la violence de la police dernièrement et se demandaient ce qui allait se passer en sortant. Mais pour beaucoup, on s'était déjà battu tellement longtemps qu'on ne peut pas laisser tomber. Les gens étaient très déterminés. Et une chose qui s'est passée avec ça, c'est que les gens sont très coordonnés et ont coordonné une sortie complètement folle. Et ils utilisaient Ils sont descendus d'un pont et certaines personnes sont en train de tomber en fait. Et avec ensuite des gens à moto pour les aider et tout ça a été coordonné en ligne. Et donc un certain nombre de personnes ont été capables de s'échapper de cette manière-là. Donc on les voit descendre, se faire récupérer par des coursiers en moto et s'échapper. Donc le siège a fini par être levé, beaucoup de personnes ont été arrêtées, je pense que plus d'un millier de personnes a été arrêtées dans cette université, rien que dans cette université. Et quelques jours après, il y a eu des élections des conseillers locaux à Hong Kong. Donc ça c'est la carte électorale avant l'élection, en rouge les partis en faveur du gouvernement et en jaune ceux en faveur de la démocratie. Et il y a eu une participation record suite à ça et le camp pro-démocratie a changé la carte pour ça. Une chose qui est importante de noter, c'est que c'est un vote où majorité absolue, à majorité relative, pardon. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une différence électorale très forte, c'était plutôt du 60-40 en faveur du camp pro-démocratie. Mais si on compare quand même à la carte avant cette élection, c'est quand même un changement majeur. Et c'est quelque chose, on peut voir ici qu'il y a vraiment eu énormément de travail au niveau de l'organisation pour s'assurer que les gens pourraient voter, que les gens seraient informés et que les gens sauraient pour qui ils votaient. Et donc ça nous amène au mois de décembre. D'après l'activiste Kong Sung-gan, il y a eu 6152 arrestations au moins
peut-être plus. 921 poursuites en justice, donc il y a une liste de gens qui n'ont pas encore été poursuivis très importante. Et ça, c'était au travers de 774 manifestations. Ça, c'est des nombres qui datent de du 22 ou 23 décembre. Il y a eu d'autres arrestations. On est probablement autour de 6500, 6600 arrestations maintenant. C'est plutôt déprimant de voir ça. Mais c'est aussi extrêmement impressionnant de voir que les gens se sont battus et qu'on continue de se battre. On continue de se battre pendant si longtemps. C'est pas juste des gens qui sortent et qui marchent dans la rue pendant une demi-heure en montant des panneaux et qui disent c'est bon, on a fait notre boulot. Non, on parle de gens qui se battent réellement contre la police, qui restent dans des batailles contre la police pendant des heures, qui s'échappent, des gens qui sont poussés à l'épuisement physique, à un épuisement mental, parce que c'est évidemment déprimant et ça génère énormément d'anxiété d'être dans cette situation, parce qu'il faut voir la pression de ce qui peut leur arriver s'ils sont arrêtés. Et donc, ce dont je veux parler maintenant, c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour garder le combat actif pendant si longtemps. Si on regarde les ressources auxquelles le gouvernement a accès à Hong Kong, comment est-ce qu'une manifestation peut durer si longtemps avec un gouvernement si puissant? Et je pense que j'ai quelques réponses. La première, c'est qu'il y a des demandes vraiment particulièrement claires par ce mouvement. Tout d'abord, le retrait complet de la loi sur l'extradition, du projet de loi sur l'extradition. Donc ça, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été proposé qui est passé dans la loi au mois de septembre, donc qui a été proposé au mois de septembre, pardon. Ensuite, on veut la libération de toutes les personnes qui ont été arrêtées pendant ces manifestations sans accusation. C'est parce que ces gens ont été arrêtés pour les empêcher de voter et il faut qu'ils soient libérés pour pouvoir avoir leur voix contre le gouvernement. La troisième demande, c'est le retrait de la caractérisation de toutes les manifestations en tant qu'émeute. Alors c'est un petit peu technique ici, mais dans la loi coloniale britannique, il y avait une classification de toutes les manifestations en tant qu'émeute. C'est une classification qui est assez large et qui est assez vague, mais si vous êtes condamné pour émeute, c'est 10 ans de prison. Et environ 10% des gens qui ont été arrêtés avaient moins de 18 ans. Donc imaginez, vous avez moins de 18 ans, vous êtes en train de manifester, et là on vous dit que vous êtes face à 10 ans de prison. C'est quelque chose de très effrayant. La quatrième demande, qui est une de celles qui a le plus de support au sein de la population, 72% d'après un sondage le 8 décembre, c'est une demande pour une investigation indépendante sur les violences policières. Le peuple a très peu de confiance à l'heure actuelle envers la police qui est sélectionnée par le gouvernement. Et les experts internationaux ont refusé de mener ces investigations parce qu'ils disent que c'est une blague, on ne peut pas investiguer quelque chose comme ça. J'ai parlé de violences policières dans la présentation, mais j'en ai pas montré beaucoup d'images. Mais si vous pensez que vous pouvez voir ces images, je vous invite à aller voir ça en ligne. C'est quelque chose de brutal. Il y a non seulement de la violence physique, il y a aussi une forme de violence. Il y a la violence légale et la violence illégale. Et c'est quelque chose qui est choquant pour beaucoup de gens. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré, parce que les gens ont l'habitude d'être en sécurité. La plupart des gens n'ont pas l'habitude de se trouver dans un pays où la police peut venir écraser la tête d'un protesteur, d'un manifestant par terre, ou de se faire tabasser quand on est au sol. Les gens n'ont pas l'habitude de voir la police arrêter des adolescents. Donc ça, c'était la demande numéro 4. Et la demande numéro 5, c'est le suffrage libre universel. Ça a environ 70% de support dans la population. L'idée étant, on veut une vraie démocratie. Cette promesse que vous nous avez faite en 97 et qu'on pense que vous avez violée, on veut que cette promesse soit tenue. Et ça, c'est une demande qui a gagné en support ces derniers mois, parce qu'il y a un an peut-être, les gens pensaient « Ah, c'est pas si important d'élire le gouvernement parce que ce sera OK ». Mais ces 7 derniers mois, les gens ont vu le gouvernement refuser d'écouter les manifestants encore et encore et n'ont répondu à aucune des demandes, pas du tout. Et donc, les gens maintenant qui disaient il y a un an que c'était OK, on n'a pas vraiment besoin de la démocratie, maintenant disent OK, on a vu ce qui se passe quand le gouvernement ne représente pas les gens qu'il est censé représenter. Moi, je pense que c'est une stratégie très importante parce que ça veut dire que chaque personne qui sort dehors protester sait pourquoi il est dehors et sait pourquoi elle proteste.
C'est pour ça qu'on veut et rien d'autre. En particulier, l'indépendance ne fait pas partie de ces listes. Même si le gouvernement chinois aime dire que c'est pourquoi les gens sont dans la rue. À la place, parce que vous avez ces 5 demandes, des gens sont même venus avec de nouveaux signes pour les protestations, pour la manifestation. Et les manifestants peuvent communiquer très très clairement leurs intentions dans les manifestations. Donc, par exemple, si vous êtes déçu par le nouveau film de Star Wars, vous pouvez tout à fait aller à Hong Kong et voir des variantes sur l'imagerie du film, les affiches. Encore une fois, oui, en bas à gauche, on peut voir 5 demandes, pas une de moins. Et à droite, on a également ça en chinois. La seconde stratégie, et c'est soyez haut, l'élément haut. Ceci est une image par un artiste. Donc vous avez vu des images de gens qui se protègent le visage contre les gaz lacrymaux, etc. Et ça, c'est une image pour eux. Il y a eu une semaine où les gens se sont mis à dessiner les Pokémon de la révolution et des manifestations. Et ça, c'est des Pokémon qui illustrent le principe soit comme de l'eau. Et il a dit, videz votre esprit, sans forme, soyez comme l'eau, soyez souple. Si vous mettez de l'eau dans un verre, ça devient le verre. Si vous mettez de l'eau dans une bouteille, ça devient une bouteille. L'eau, ça peut couler ou ça peut s'écraser. L'idée d'être l'élément haut, c'est que vous accumulez les gens à un seul endroit très rapidement, mais vous êtes capable de partir également, de vous disperser très rapidement. Et donc, c'est capable de lancer une manifestation et de l'arrêter très très vite. Et ça permet d'éviter, dans de nombreux cas, les arrestations. Donc, vous faites l'inverse de ce qui a été fait en 2014. Vous ne restez jamais sur place. Mais en fait, vous n'avez même pas besoin d'attendre que la police se pointe pour... Vous avez des cartes et vous avez en fait des canaux des canaux où en fait des éclaireurs peuvent dire où est-ce que la police a été aperçue et indiquer dans quelle direction elle se déplace avec le nombre de policiers. Et ça, c'est posté sur un canal Telegram avec un hashtag pour savoir où c'est. J'ai demandé à quelqu'un qu'est-ce que les manifestations ont changé pour lui, et la personne a répondu ça a vraiment changé mon esprit parce que maintenant, quand j'aperçois la police, maintenant je le dis immédiatement sur ces canaux de communication. Ces rapports sont également utilisés pour créer des cartes. Ceci était le Noël blanc, ce qu'ils ont appelé Noël blanc à Hong Kong, non pas parce qu'il y avait la neige, mais parce qu'il y avait beaucoup de gaz lacrymaux. Et sur la carte, les gens ont rajouté des indications pour éviter de se faire arrêter. Et par exemple, moi, des proches à moi, et on a pu leur indiquer, oh, vous pouvez utiliser cette carte pour éviter les zones de tension. Et en gros, s'il y a beaucoup d'icônes à un seul endroit, c'est qu'il y a des choses qui se passent. Si vous avez un petit chien, ça veut dire que c'est des policiers. Les voitures, c'est des polices de voitures. Les petites gouttes d'eau, comme les gouttes d'eau à gauche et à l'autre, ça veut dire qu'il y a des canons à eau que vous voulez probablement éviter. Et il y a également différents signes pour les différents types de policiers. Par exemple, les raptors sont symbolisés par des dinosaures. Et en plus de ça, vous avez également l'heure à laquelle ces observations ont été faites. En bas de la carte, vous pouvez voir des caméras, ça veut dire qu'il y a en fait des gens qui filment à cet endroit-là. Donc, par exemple, des journalistes sont en train de filmer. Et vous pouvez en fait utiliser ce stream pour voir ce qui est en train de se passer à cet endroit-là. Et il y a même un site qui
qui agrège jusqu'à 9 flux vidéo en même temps, pour être sûr que vous pouvez toujours savoir ce qui est en train de se passer. Ces cartes sont très utiles, et il n'y a aucun moyen de vous dire combien de personnes n'ont pas été arrêtées grâce à ces cartes-là. Mais par exemple, quelqu'un était en train de porter un des types de vêtements que les manifestants utilisent, et il voulait absolument éviter les arrestations. Et du coup, en quelques minutes, des amis lui ont envoyé une carte avec un screenshot et lui ont indiqué la route à suivre pour éviter les polices. Et tout ça, ça a été fait avec un tas d'outils open source, comme OpenStreetMap par exemple. Merci, je crois que ça vaut le coup d'applaudir tout ça. Parce qu'il s'agit de la vie de certaines personnes. Si il y a seulement même 10 personnes qui sont capables d'échapper à la police, mais comme on sait, elles pourraient être envoyées en prison pendant tellement longtemps. Mais c'est tellement important le temps dans la vie des gens. Et tout ça a été sauvé grâce à tous ces efforts individuels, collectés, émergés et fusionnés ensemble. Et c'est vraiment quelque chose qui a aidé les gens. La troisième stratégie de soyez l'élément haut, c'est prenez des décisions de manière décentralisée. Donc, une des raisons pour lesquelles les gens manifestent aujourd'hui, c'est les gens comprennent d'où ils viennent. C'est vraiment des jeunes qui manifestent, c'est des gens qui sont très très remontés contre le gouvernement. Donc, en juin et juillet, une majorité écrasante des gens en dessous de 16 ans étaient contre la loi d'extradition. Des gens qui ne peuvent même pas encore voter. Mais ces gens ont également été en train de manifester depuis très longtemps. Et quelque chose qu'ils ont appris en 2014, c'est que si vous êtes un leader, vous serez arrêté et vous serez envoyé en prison. Joshua Wong, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est ce qui lui est arrivé. Une autre personne qui était une personnalité dirigeante et c'est également arrivé à être envoyé en prison. Mais si vous faites une espèce d'intelligence de la foule, vous avez un mouvement sans leader, sans chef. Donc, à Istanbul, ils faisaient quelque chose de similaire en 2013 et maintenant c'est ce qu'ils font à Hong Kong. Donc maintenant, vous ne pouvez plus arrêter quelqu'un pour vraiment mettre à mal le mouvement. Pour mettre à mal le mouvement, il faut arrêter des milliers de personnes. Et ça illustre cette image de la vague dont on parlait tout à l'heure. Alors, comment est-ce que ça marche en pratique d'avoir des milliers de personnes qui s'organisent comme ça? Il y a des groupes Telegram, il y a aussi un forum qui s'appelle LHKGE, qui est un peu comme Reddit, sur lequel les gens ont énormément de discussions à ce sujet. Il y a aussi des groupes WhatsApp, des groupes Facebook. Mes parents, par exemple, ne sont probablement pas sur Telegram, mais ils sont, des gens de leur génération auraient peut-être des groupes sur Facebook. Et là, les gens parlent de ce qu'ils pensent qu'il faudrait faire, ils parlent de questions stratégiques, ils parlent de ce que les buts devraient être, et ils s'organisent sous forme de groupes d'action comme ça. Donc si vous avez une information qui est importante, vous la partagez, si vous avez une idée, vous la partagez, et les gens vont aussi construire là-dessus et dire ce qu'ils pensent des idées. Et ça a un espèce d'effet boule de neige. On peut voir que quand il y a un groupe, dans un groupe, quand il y a un argument et que les gens sont d'accord avec ça, ça va continuer à réapparaître et ça va créer un consensus au fil du temps. Et c'est comme ça qu'on crée le consensus dans un modèle décentralisé comme ça. Si vous avez une idée d'action, de manifestation que vous voulez faire, comme par exemple, je ne sais pas, une chaîne humaine à travers une partie d'Hong Kong, c'est quelque chose qui a été fait. Ça, c'est juste quelqu'un qui a eu cette idée, qui l'a mis en ligne, et quelqu'un a fait un poster, une illustration pour ça, et d'autres gens ont fait d'autres posters et ont dit que c'était une bonne idée, et les gens se sont dit, ah, c'est une bonne idée, ils y sont allés et ils l'ont fait. Et je pense qu'une audience de hackers comme ici va comprendre cette idée. Il y a quelqu'un qui a une idée qui est bien, il en parle, les gens disent c'est cool et ils le font.
Et ça, c'est vraiment comme ça que le mouvement fonctionne depuis plusieurs mois maintenant. Une autre illustration, c'est les manifestations du 1er décembre où les gens sont juste sortis et quelqu'un, l'équivalent d'un utilisateur Reddit, a dit hey, on devrait manifester. Et sans que le gouvernement donne permission, d'un seul coup, il y a eu des milliers de personnes dans la rue encore. Parce que n'importe qui peut créer une manifestation comme ça. Une chose qui est difficile, c'est de prendre la décision. Sur certains de ces groupes, il y a des milliers de personnes. Je suis sur des groupes où il y a peut-être 60, 70 000 personnes. Donc, les gens utilisent un système de vote, de sondage pour prendre ces décisions. Je ne sais pas si vous savez comment marche la fonctionnalité de sondage sur Telegram, mais les admins d'un groupe peuvent mettre en place un sondage. Ils peuvent dire, je pense qu'il faut faire A ou B ou C ou D, et les gens votent pour une option. Et c'est une des façons de prendre les décisions et d'avoir des deadlines pour décider à un moment donné sans s'éterniser sur la discussion. Comme ça a pu se passer au début du mouvement avant que ce soit un peu mieux organisé. Ce qui est aussi important, c'est que les gens doivent pouvoir prendre des décisions instantanément, des décisions stratégiques importantes. Par exemple, pendant l'occupation de l'aéroport d'Hong Kong, qui est un hub commercial extrêmement important, les manifestants ont pu paralyser l'aéroport entier. Le gouvernement a dit ce jour-là qu'à 4 heures de l'après-midi, les vols arrêteraient de décoller. Et il y a eu des rumeurs qui ont dit que la police arriverait et allait nettoyer l'aéroport violemment avec des gaz lacrymogènes. Et la police était en train de déployer de plus en plus de ressources près de l'aéroport. Et ça, c'est quelque chose qui s'est su parce que sur les canaux Telegram, les gens mettaient des photos de ces unités de police et on voyait du coup, les gens voyaient, je suis là et je ne peux plus non plus prendre le métro parce que l'aéroport est sur une île et on est bloqué. Et les gens ne pouvaient pas s'échapper. Donc il y avait des discussions très vives. Les gens se demandaient est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est sûr. Et au bout d'un moment, sur un de ces canaux, il y avait environ 60 000 personnes et les admins du canal n'arrêtaient pas de demander est-ce qu'on devrait rester, est-ce qu'on devrait partir, et les scores n'arrêtaient pas de changer. Et au bout d'un moment, il y a eu un ratio de 70-30 en faveur de partir et tout le monde s'est dit ok, on va partir. Et ce qu'on a vu, c'est que tout le monde s'est mis d'accord pour partir à ce moment-là. Il n'y a pas eu une personne qui a dit on y va. Ça a été des milliers de personnes qui regardaient ce qui se passait et qui se sont dit ça a l'air trop dangereux, il faut qu'on s'échappe, il faut qu'on rentre chez nous. Et donc, le résultat, ça a été un exode massif où les gens ont marché pendant des heures, comme on peut voir ici sur cette image. Les gens ont juste marché sur la rue parce que les bus étaient pleins, ils avaient arrêté de tourner, le métro ne tournait plus et les gens avaient besoin de rentrer chez eux. Une des choses les plus amusantes, je pense, qui s'est passée, dont j'ai entendu parler, et dans le contexte de cette stratégie d'être comme l'eau, c'est quelque chose que Xi Fanyan, qui est le correspondant d'un journal allemand à Hong Kong, a relaté. C'est les gens qui faisaient des blocages dans la rue à Hong Kong. Les gens s'entraînaient à prendre des décisions rapidement. Donc les gens faisaient un blocus, ils entendaient une voiture de police et ils s'en allaient tout de suite. Mais il fallait qu'ils sachent où est-ce qu'ils allaient après, parce qu'il n'y avait pas de plan. Parce que s'il y a un plan, la police peut savoir où vous êtes et ils peuvent vous y attendre. S'il n'y a pas de plan, la police ne peut pas savoir ça. Et donc il y avait 5-10 personnes qui se criaient sur la plateforme du métro « Hey, tu veux aller par là? Non, on va par là !» Et peut-être qu'après 5 minutes de cris, il y avait un consensus qui s'établissait par une espèce d'intelligence de la foule comme ça. Et ils décidaient où aller après. Et ça, c'est chaotique, mais ça marche. Ça marche parce que ça empêche c'est difficile pour la police de savoir où les gens sont à cause de ce chaos. Un autre aspect de cette décision décentralisée comme ça, c'est comment est-ce qu'on fait en cas d'erreur? Comment est-ce qu'on corrige des décisions qu'on n'aurait pas dû prendre comme ça? Comment est-ce qu'on fait pour dire à quelqu'un c'est pas la bonne décision? Comment est-ce qu'on fait pour arrêter? Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vu pendant l'occupation de l'aéroport, où les gens étaient dans les halls de départ de l'aéroport. Et à un moment donné, ils ont dit que c'était une arrestation citoyenne. Ils ont attaché quelqu'un à un porte-bagages parce qu'ils pensaient que c'était un policier en civil. Ils ont fini par le libérer, mais ça, c'était une scène qui était vraiment difficile à regarder parce que c'était quelque chose de violent. Mais ce qui s'est passé après, donc il y a des gens qui ont dit « Ah, c'est un signe que cette décentralisation, cet idéalisme, ça ne marche pas et on ne peut pas changer les choses avec ce genre de comportement. » Mais ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a vu quelque chose comme ce que je décrivais avant.
Les gens ont vu que c'était pas la bonne chose. Les gens se sont mis d'accord pour dire que c'était pas la bonne chose à faire. Et les gens ont continué à discuter et ont dit non, il faut faire gaffe avec ce genre de violence. Si vous pensez que quelqu'un est un policier en civil, vous pouvez pas juste le tabasser comme ça. Et il y a eu une scène après ça où quelqu'un a couru vers quelqu'un dont il pensait que c'était un policier en civil, et à la place, au lieu de frapper cette personne, ils se sont juste mis à prendre des selfies avec cette personne. Des tas de personnes se sont mis en cercle autour et ont pris des selfies. Et donc, de plus en plus, on voit des gens comme ça qui vont pousser des gens ou retenir des gens dans cette décision collective. Et par exemple, pour dire non, tu ne peux pas attaquer cette personne-là. Si vous voyez quelqu'un qui est très énervé, on peut dire non, non, on va te retenir et t'empêcher de faire une bêtise. Les gens disent non, il faut faire attention, il y a des journalistes, il ne faut pas dire attention, ces gens-là, les journalistes sont des policiers. Donc il y a une forme d'autocontrôle qui est mise en place. Et je pense que c'est quelque chose de très important parce que ça montre que la correction d'erreurs est possible. Ce n'est pas forcément facile, ça demande à ce que tout le monde participe, à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, mais ça permet de corriger quand on se rend compte qu'on a fait une erreur collectivement. La stratégie numéro 4, l'anonymat. Alors, quelque chose dont les hackers, je pense, peuvent comprendre. Je sais qu'on parle souvent de maintenir la sécurité et l'anonymat en ligne. Donc pour les gens à Hong Kong, c'est hyper important. En fait, quand on a l'impression que son gouvernement est corrompu et que tout ce sentiment de sécurité est en train de partir petit à petit, donc on ne sait pas vraiment. Ils sont pas sûrs de savoir s'ils peuvent parler de politique en ligne librement. Ils savent pas ce que vont être les conséquences. Donc les gens se sont mis à changer leur nom sur Facebook parce qu'avant il y a des choses qu'ils disaient de manière ouverte. Maintenant ils ont un peu peur de le dire avec leur vrai nom. Il y a des gens qui se sont fait virer à cause de choses qu'ils ont dites sur Facebook. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui était un leader d'une union qui s'est fait virer de son boulot. Donc l'anonymat est forcé en personne et en ligne grâce au contrôle de la communauté et en ayant ces règles entre eux. Donc par exemple, si on est sur un groupe sur Telegram et les gens se mettent à parler de choses personnelles, quelqu'un va dire non, arrêtez, il ne faut pas arrêter de parler de vous, il faut qu'on revienne sur le sujet principal. Il y a des gens qui parlent de fantômes ou sur les groupes, il y a toujours des gens qui seront là et qui sont là juste pour écouter. On ne peut jamais se dire que la police ne sera pas sur le groupe. On peut travailler, on peut avancer, mais il faut toujours se dire que la police est sûrement en train d'écouter. Quelque chose d'autre qu'ils font, c'est qu'il y a des canaux qui sont dédiés à la sécurité en ligne. Les gens se sont mis à envoyer des JPEG qui expliquent comment changer les configurations sur Telegram pour que les informations soient partagées correctement. Donc les instructions sont partagées. Donc par exemple, tu changes ça dans tes paramètres. Comme ça, tu es sûr que les gens ne peuvent pas voir ton numéro de téléphone. Tu changes ça, qui permet de supprimer ton compte si tu n'es pas actif pendant 7 jours. Comme ça, tout est supprimé. Et ça permet de rendre ces instructions faciles à utiliser pour tout le monde, à n'importe quel niveau. Donc, l'idée, c'est que si quelqu'un a été arrêté, on devient un compromis. Donc, on partage aussi les noms des gens qui ont été arrêtés, qui ont été capturés par la police. Et l'idée, c'est que tout le monde doit supprimer cette personne de sa liste de contacts parce que sinon, on peut être compromis. Donc, l'idée, c'est de faire ça pour maintenir une sécurité de base. Je ne suis pas sûre que ça marche vraiment, pour être honnête. Je n'ai pas vraiment eu de rapport de gens qui ont été arrêtés parce qu'ils ont fait des choses sur Telegram. Mais c'est peut-être aussi que ça n'a pas été rapporté et on n'est pas au courant que c'est arrivé. Ça peut être, c'est aussi que la police a arrêté plein de gens et donc il y a plein de données sur ça, mais peut-être qu'ils n'en parlent pas parce qu'ils veulent pouvoir revenir dessus plus tard. Il y a des gens on sait qu'il y a des gens qui ont réussi à être reconnus grâce à leur nom sur Telegram et donc certaines personnes se sont retrouvées virées de groupe.
Donc, on est plutôt sûr, plus ou moins, que la police suit les groupes Telegram, mais bon. Donc, ici, on peut voir les tenues que les gens utilisent. On voit que c'est les gens qui sont devant les lignes dans les manifestations, donc ils vont se couvrir la tête avec des masques à gaz ou alors des masques de chirurgie. Ils vont avoir des chapeaux pour se protéger contre les bombes lacrymogènes, enfin, ce qu'on voit pendant les protestations ces derniers temps. Et ils utilisent aussi des parapluies pour pouvoir protéger leur identité. Donc, s'il y a une barricade, ils vont utiliser les parapluies pour qu'on ne puisse pas les prendre en photo. Quand on voit tout ce qu'il y a dans les médias, les journalistes, etc. Donc le but, c'est qu'on ne les voit pas sur les photos, parce que sinon, ils se seront considérés comme des gens qui ont commis des crimes. C'est aussi utilisé quand les gens détruisaient les caméras, les appareils photo, parce que comme ils savaient qu'ils étaient filmés par des gens à qui ils ne pouvaient pas parler directement, donc ils ont demandé plusieurs fois, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez supprimer ces images? Ils ont aussi même des fois détruit des caméras, détruit des appareils photo. Ou alors ils utilisent juste les parapluies pour couvrir d'autres personnes qu'ils ont vues être prises en photo, pour se protéger. Quelque chose d'autre, c'est que il y a cette espèce d'uniforme qu'on voit ici. On voit que les gens portent du noir pendant ces manifestations, ce qui permet en fait de ne pas avoir quelque chose qui permet de savoir qui vous êtes, de dire cette personne a ce t-shirt rouge par exemple. Donc ça permet de faire la différence entre ceux qui protestent et ceux qui ne le font pas. Et il y a aussi beaucoup de donations de vêtements noirs qui ont été donnés aux protestants. Donc les gens, ils venaient juste et ils amenaient plein de t-shirts pour que les gens puissent les donner. Et ils couraient dans les métros pour se changer, pour être sûrs qu'ils pouvaient sortir. Et en fait, ils se changeaient aussi. Ils avaient aussi des vêtements pour se changer, pas en noir, justement pour qu'on puisse ne pas les reconnaître. Et c'est assez incroyable parce que c'est vraiment le plus grand bloc de personnes noires. Et donc c'est un peu que c'est ironique parce que ça ressemble à la censure pour bloquer les gens. Le gouvernement se rend compte que c'est un problème pour eux et ils ont essayé en octobre de faire quelque chose. Ils ont banni les masques. La règle, c'était que n'importe qui avait un masque pendant une manifestation ou une assemblée illégale, donc même si on va à une manifestation non violente, on peut quand même être arrêté parce qu'on a porté un masque. Donc ça, c'est une loi qui a été implémentée quand il y a eu un événement pour l'urgence. Et ça a été utilisé parce que c'est une loi qui est permise parce que c'est un événement qui est urgent. Beaucoup de gens ont essayé d'empêcher cette règle, mais Pékin peut toujours aujourd'hui dire cette loi est constitutionnelle, c'est comme ça. Donc on doit attendre, mais à l'heure actuelle c'est comme ça. Mais on voit bien que le gouvernement veut pouvoir limiter la possibilité aux gens de garder leur anonymat. Donc les gens étaient hyper en colère contre ça. Donc l'après-midi, quand ils sortaient du boulot, ils allaient dans la rue. Donc même les gens qui sortaient de l'école, ils avaient leurs uniformes de l'école et tout de suite, ils mettaient leur masque parce qu'ils voulaient garder leurs droits. Parce que ce jour-là, à minuit, ils ne voulaient pas que ça soit comme ça. Donc direct, ils y sont allés et ils n'avaient que 24 heures pour faire ça. La cinquième stratégie, division du travail. Encore une fois, c'est quelque chose que je pense est très intéressant et unique à Hong Kong, de la même manière que la stratégie d'être comme l'eau. Donc ici, je vois cette image, gravir la montagne de manière différente. Donc après 2014, et en fait même dans 2014 en lui-même, le problème du mouvement pour la démocratie, c'est qu'il y avait beaucoup de divisions au sein du mouvement.
Par exemple, à propos de qui devrait diriger le mouvement, quelle devrait être la stratégie. Et donc, en fait, maintenant, les gens font complètement l'inverse de ça. Et tout le monde essaye de gravir cette montagne. Et tout le monde utilise sa propre manière d'atteindre le haut de la montagne, leur propre chemin. Donc ça rejoint ce qu'on disait à propos de comment le mouvement est décentralisé. Par exemple, il y a beaucoup de gens à Hong Kong qui sont dans la quarantaine, qui sont très bien, dans une très bonne position financière, etc. Et donc ils ne peuvent pas vraiment manifester, ils ne se sentent pas en mesure de manifester, mais ils vont faire tout ce qu'ils peuvent d'autre pour fournir du support. Donc en fait, on peut voir qu'il y a vraiment de grosses différences entre les méthodes que les gens emploient et quels sont leurs buts vis-à-vis des manifestations et des Et c'est aussi quelque chose d'intéressant parce qu'en 2016, par exemple, dans une étude aux États-Unis sur la violence sur les manifestations, il y a beaucoup. On voit que le gouvernement donne des messages pour dire que la violence des manifestants est là pour décrédibiliser le mouvement, mais ça c'est quelque chose qui ne marche plus à Hong Kong. Dans les sondages, on peut voir qu'à Hong Kong, la majorité des gens disent « même si je suis en désaccord avec tes méthodes, je supporte quand même le but de cette action ». L'idée étant, on a tous le même but. Donc même si on est en désaccord avec la violence, par exemple, on veut quand même atteindre le même but au final. Je veux donner 2 exemples rapidement de comment ça peut marcher. Un exemple, c'est que les gens sont de plus en plus au courant de l'économie et de comment l'économie affecte la politique. Donc ils ne disent pas juste « il faut qu'on change la loi », ils disent aussi « il faut qu'on attaque ou qu'on tienne responsables les entreprises qui travaillent avec le gouvernement ». Les entreprises qui carrément supportent le gouvernement. Il faut que les entreprises ressentent la douleur que crée leur support pour le gouvernement. Donc les entreprises deviennent maintenant la cible de certaines de ces manifestations. Et on a aussi à nouveau des cartes, par exemple, on peut faire des cartes Google Maps personnalisées. Et ça permet de montrer quelles entreprises à Hong Kong sont en faveur des manifestations. Il y a des listes complètes pour divers secteurs de l'industrie, comme par exemple, ça c'est pour la nourriture. Telle entreprise est avec la démocratie, telle entreprise est contre la démocratie. Et les gens à qui j'ai parlé à propos de ça, j'ai parlé à des gens qui ont à peu près 40 ans, qui habitent à Hong Kong depuis longtemps. Et c'est des gens qui étaient frustrés qui avaient une certaine frustration vis-à-vis de la maturité politique des gens à Hong Kong. Et ils disent que maintenant, ça a complètement changé. Maintenant qu'on sort prendre un café, qu'on est dans le train, on entend les gens parler de politique tout le temps. Les gens sont très au courant de ce qui se passe. L'idée derrière ça, c'est de faire souffrir les entreprises qui supportent le gouvernement pour que ça soit plus viable économiquement d'être en faveur du gouvernement. On a vu ça par exemple avec Starbucks. Les gens qui ont la franchise Starbucks à Hong Kong étaient contre les manifestations et donc les gens se sont mis à boycotter Starbucks et aussi à leur faire une certaine souffrance financière directe, par exemple en brisant des vitres. Un autre exemple, c'est la même personne à qui j'avais parlé il y a environ 2 semaines. Cette personne a arrêté d'aller aux manifestations. Et ça m'a surpris parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré en 2014 pendant les manifestations. Et je me disais, s'il y a bien une personne de la quarantaine qui va continuer à y aller, c'est cette personne-là. Et c'était quelqu'un que je connaissais. Et cette personne m'a dit, j'ai décidé que j'avais des compétences différentes. Je peux faire du design et ces compétences seront plus utiles à faire autre chose qu'être dans la rue. Par exemple, quand les gens travaillaient en amont des élections des conseillers locaux, les gens travaillaient des heures énormes. Ils travaillaient peut-être 60 heures par semaine, mais ils ont décidé de bosser en plus de ça sur la campagne de certains candidats au conseil local. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'expérience politique, mais voilà, il s'est dit « je vais aider cette personne à être élue ». Et donc, ils ont fait du travail sur les réseaux sociaux, du travail de design, d'affiches, de campagne. Et ça, c'est un bon exemple d'une autre forme de travail qui est nécessaire et qui a permis cette victoire pour les conseillers locaux pro-démocratie.
Et à nouveau, c'est des gens qui travaillent différemment, c'est des gens qui gravissent cette montagne différemment, mais qui supportent aussi ces politiciens locaux et qui gravissent la même montagne grâce à ça. Une autre chose, c'est que cette répartition du travail, cette division du travail, ça arrive en termes de ce qu'on choisit de faire, mais il y a aussi une division de plus en plus sophistiquée et bien définie des différentes formes de travail. Donc cette image illustre les différents types de travaux qui sont nécessaires. Et là, on voit des gens qui disent on est tous des habitants de Hong Kong et on a tous un travail à faire là-dedans. Et on peut voir les différents types de gens qu'il y a dedans. Ça inclut les manifestants, qui sont probablement un des groupes les plus visibles, les gens qui sont sur la première ligne des manifestations. C'est ceux qu'on voit qui sont tout en noir, on ne peut pas les identifier, ils ont des masques à gaz, à la fois pour se camoufler le visage et aussi pour éviter les gaz lacrymogènes. Ils ont aussi des casques pour se protéger, ils ont souvent des gants pour pouvoir attraper les gaz lacrymogènes et les relancer. Ils ont aussi souvent des bouteilles d'eau pour pouvoir éteindre les gaz lacrymogènes pour éviter d'être victimes de leurs effets. Et on les appelle parfois les courageux. Mais voilà, ça c'est peut-être le rôle le plus radical dans ces manifestations. C'est ceux qui vont se battre contre la police. Là, on peut en voir quelqu'un qui ramasse probablement une brique. Ça, c'est la première ligne. Un type particulier de première ligne, c'est... je ne trouve pas le mot. Ceux qui doivent éteindre les feux. Les pompiers, voilà. Donc, sauf qu'au lieu d'éteindre du feu, ils éteignent des gaz lacrymaux. Donc ici, on peut voir quelqu'un d'une scène vraiment connue où quelqu'un utilisait un de ces couvre-plats qu'on utilise pour cuire les poissons à la vapeur. Et il a utilisé ça en le posant sur le lacrymo pour empêcher ça. Et les gens trouvaient que c'était rigolo de voir à quel point les habitants de Hong Kong étaient prêts à se battre contre la police et étaient équipés de façon improbable. À gauche, il y a une autre scène remarquable où on a vu des gens qui mettent des cônes de trafic et donc on les pose sur le lacrymo et on verse de l'eau au-dessus. On voit aussi des gens qui mettent les lacrymos dans des bacs d'eau et qui versent et qui du coup ça les éteint, ou alors juste des gens qui les relancent vers la police. Et là on a une vidéo de ça. C'est aussi, vous pouvez voir que c'était pas la première fois qu'ils faisaient ça. On voit qu'ils sont très bien entraînés. Donc ils ont fait ça depuis un moment. Et c'est triste de plein de manières. Parce que les gens ressentent qu'ils ont besoin de faire ça et qu'ils peuvent se faire blesser. Mais maintenant, on peut voir qu'effectivement d'autres manifestants dans le monde, par exemple au Chili, utilisent ce genre de technique et remercient Hong Kong pour avoir été les pionniers de ces stratégies. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très important à considérer. C'est non seulement Hong Kong a pris d'autres places, mais en fait, maintenant, ce que fait Hong Kong s'exporte déjà. Un autre groupe important est ce qu'on appelle les protestants pacifiques. Et donc, bon, c'est peut-être un peu des... et donc, ils utilisaient une casquette, un masque chirurgical pour protéger leur identité. Et de plein de manières, en fait, c'est le groupe de gens que les gens en première ligne défendent, ont l'impression de défendre. Et donc, quand on demande aux peaceful protesters, aux gens pacifiques, pourquoi ils font ça, et leur réponse est « je ne veux pas me battre, mais une des choses que je peux faire au moins, c'est être une personne de plus dans la rue, défendre d'autres personnes, parce que voilà, je serai arrêté avant les autres. Et de cette manière, même en étant là, je protège déjà les autres. »
Et peut-être que quelqu'un d'autre à ma place ira pouvoir rentrer chez lui. Mais on parle beaucoup des gens en première ligne parce que c'est un peu les héros entre guillemets de cette situation. Mais les manifestants pacifiques sont vraiment aussi quand même le cœur du mouvement parce que c'est eux qui représentent le nombre, c'est eux qui sont là nombreux. Et donc voilà, on revient toujours à l'idée de chacun a gravi la montagne de sa manière, entre ceux qui sont en première ligne, ceux qui sont derrière. On a toujours... Donc en fait, à côté des gens qui sont en première ligne, on peut toujours apercevoir des gens qui en fait viennent descendre du bureau et rejoignent les manifestations. Et de cette manière, en fait, on permet au mouvement de se perpétuer. Et de se perpétuer déjà plus de 6 mois. Un autre groupe qui est très intéressant, c'est le groupe logistique. Donc les gens ont dû adopter une stratégie face à ce que fait la police. Donc il y a 1 an et même quelques mois, les gaz lacrymaux, c'était quelque chose qui faisait fuir les gens, qui leur faisait peur. Mais on voit que maintenant, les manifestants sont complètement adaptés aux gaz lacrymogènes et ont beaucoup perdu leur efficacité. En fait, vous êtes habitué maintenant aux gaz lacrymaux et vous juste continuez, vous y allez. Et bien sûr, tout ça, vous avez besoin de beaucoup d'équipements, vous avez besoin de tous ces parapluies. Et donc en fait, on a pas mal de personnes derrière les rideaux, enfin derrière la scène, derrière les premières lignes, qui vont collecter différents types de boucliers. Et dès qu'il y a un affrontement avec la police, ils s'assurent que toutes ces fournitures sont passées à la première ligne. Donc on peut voir de grosses chaînes humaines qui passent des objets qui sont nécessaires en première ligne. Ils organisent également des points de collection où ils peuvent récolter toutes ces fournitures. Une personne à qui j'ai parlé, qui s'occupe de logistique, et qui m'a dit que moi, je ne peux pas m'affronter avec la police, mais je veux quand même m'aider de manière forte, et du coup, je veux collecter, par exemple, des fournitures médicales comme du collier pour les yeux, etc. Et personne qui connaît, je suis pas en première ligne et j'ai pas envie d'être première là, mais je veux être là pour eux. Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'ils aient ce dont ils aient besoin, par solidarité. Ensuite, les premiers secours. Beaucoup de personnes sont très inquiètes d'aller à l'hôpital parce qu'ils ont peur que le gouvernement récupère leurs dossiers médicaux et que s'en servent pour ensuite les arrêter et les poursuivre. Et donc, voir également quelqu'un... Mais par exemple, même quelqu'un qui se fait tirer dessus ne fait pas confiance aux hôpitaux. Et ces premiers secours vont prendre en charge ces personnes-là et s'assurer que les gens reçoivent le plus possible les meilleurs soins dans la mesure de leurs connaissances et de leurs capacités. Et donc en novembre, quand l'université était occupée, il y avait une vraie bataille, comme vous pouvez le voir dans les films, un vrai front de bataille. Et donc on peut voir ces premiers secours rapatrier les gens vers l'arrière, évacuer les gens vers l'arrière. Alors, il y a d'autres gens derrière et je pourrais en parler longtemps. Mes amis peuvent témoigner, je peux en parler pendant des heures et même plus long. Je pense qu'il y a un autre groupe de gens dont je veux parler rapidement, c'est les gens qui conduisent les bus scolaires. Les bus scolaires, c'est un nom de code pour parler des voitures qui permettent d'emmener les gens
sur les lieux de proteste, les lieux de manifestation ou hors de ces lieux. Par exemple, quand on a vu l'université, il y a des milliers de gens qui ont pris leur propre voiture et qui ont dit « je vais ramasser les gens, je vais les conduire ». Et le code était dire « ah, je vais ramasser mes enfants à l'école et j'ai de la place pour 3 personnes ». Donc il y a aussi des codes. Alors ça, cette image, ça représente les parents qui protègent leurs enfants. C'est une image très belle, je trouve. Il y a un autre mot de code, par exemple, c'est si vous dites que vous avez des fournitures scolaires dans votre voiture, ça veut dire que vous avez des vêtements dans lesquels les gens peuvent se changer. Si les gens portent uniquement du noir, ils peuvent se changer pour porter des vêtements plus civils. Et donc il y a des canaux de Telegram dédiés exclusivement à ça. Les gens disent qu'ils vont du point A au point B. Ils peuvent aussi dire quelle place ils ont. Ils peuvent dire si c'est une femme qui conduit pour que les gens se sentent plus en sécurité. Et les gens maintiennent même des bases de données non officielles, des véhicules camouflés de police, des véhicules en civil de police. Et donc les gens peuvent dire, il y a des bots de conversation, on peut leur donner une plaque d'immatriculation et le bot va vous dire si oui ou non c'est une voiture de police en civil. En plus de ça, on a aussi des milliers, un nombre incalculable de groupes de travail en ligne où les gens travaillent 24/7 dessus. Par exemple, il y a des groupes de traduction, des gens qui ont traduit ce poster-là à la base qui était en chinois et ça a été traduit. Ici, on peut le voir en allemand à gauche, ici en coréen à droite, et ça dit que Hong Kong est face à une crise humanitaire. Ce qui est intéressant, c'est que ces groupes-là travaillent 24/7, donc des choses vont se passer à Hong Kong pendant la journée, et il va y avoir des manifestants qui vont essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Et pendant la nuit de Hong Kong, pendant que les habitants de Hong Kong dorment, des gens en Europe, en Amérique, des gens qui ont souvent un lien avec Hong Kong, vont travailler pendant leur matin, leur soir, et de telle sorte qu'à Hong Kong, quand les gens se réveillent, ils peuvent avoir des copies de ces messages dans d'autres langues. C'est quelque chose qu'on a vu par exemple pendant les manifestations à l'aéroport, où le matin, les gens se sont réveillés, il y avait des signes dans des dizaines de langages, des dizaines de langues qu'ils pouvaient mettre à l'aéroport pour expliquer ce qui se passait. Je veux partager avec vous une autre histoire, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui me prend aux tripes quand j'en parle, juste en voyant ce que les gens ont pu faire en s'organisant tout en restant anonymes. C'est pendant le siège à l'Université Polytechnique de Hong Kong, et où il y avait des gens qui étaient bloqués dans l'université et qui n'osaient pas sortir. Susan Sedelin, qui est reporter, a dit qu'il y a eu au moins une personne qui a pu s'échapper à travers les égouts. Donc cette personne s'est enfuie au milieu des égouts en étant dans la fange, dans l'eau sale. Et cette personne a pu s'échapper. Et parce que cette personne parlait à des gens sur Telegram qui avaient réussi à trouver une carte des égouts et qui pouvaient leur dire, alors il faut aller par là, vous arrivez à un croisement, vous allez à gauche, ensuite vous tournez à droite, etc. Et au dernier moment, les plans ont été changés, on leur a dit, vous ne pouvez pas aller là où on vous a dit à la base, parce qu'on a vu la police là-bas. Et donc voilà, ça c'est vraiment des canaux de Telegram où on voit des gens qui s'organisent, et les gens ont dit, non, il y a la police là-bas, ils les ont envoyés à ils l'ont envoyé à une autre sortie, et il y avait quelqu'un là-bas qui l'attendait, qui a soulevé la plaque d'égout, et il y avait des gens aussi qui les attendaient avec des bus scolaires, comme on dit, et qui ont pu les sortir de l'université de cette façon-là. Et on ne sait toujours pas qui sont... personne de tout ça ne se connaissait, c'était des inconnus qui s'organisaient les uns pour les autres. La 6e stratégie, qui est importante, je pense, c'est d'avoir une communication pour le mouvement. Le gouvernement a une communication très claire. Le gouvernement peut dire ce sont des vandales, ce sont des émeutiers, il n'y a rien de bien, ils n'ont aucune légitimité, ils sont antidémocratiques, ils ne sont pas légitimes. Et donc les gens ont réalisé que faire des mèmes, c'est peut-être bien, mais ce n'est pas assez. Et donc, le mouvement s'est mis à créer des conférences de presse citoyennes
où des gens anonymes, ici, tiennent des conférences de presse. Et on peut voir que la presse vient, on peut voir tous ces micros officiels de tous ces journaux, de tous ces médias. Et on peut voir derrière quelqu'un qui fait une interprétation en langue des signes. Parce que les gens disent, il faut qu'on prenne le contrôle de la narration dans les médias. Il faut qu'on soit capable d'expliquer ce qui se passe pour la population. La dernière stratégie dont je veux parler, ça a à voir aussi avec ce contrôle de la narrative, mais aussi la dernière chose dont je veux parler. Comme introduction, je vais vous montrer une vidéo qui montre de plusieurs façons, je pense, la capacité qu'ont les gens à construire. Ce que je veux vous montrer, c'est une vidéo de manifestation qui s'appelle « Gloire pour Hong Kong ». Parce que Hong Kong, comme je l'ai dit, était à la base sous régime colonial britannique et maintenant est sous contrôle de la Chine. Et les gens n'ont jamais vraiment eu le choix dans tout ça. Et donc, en septembre, les gens ont crowdsourcé un film pour la ville en ligne et ça a été publié le 11 septembre. Et quelques jours plus tard, les gens avaient fait un arrangement orchestral pour cette vidéo. Et après, ceci a été mis en ligne. Je pense que tout le monde qui était intéressé de savoir la traduction de cette chanson. Donc je vous conseille d'aller voir l'article sur le New York Times qui a parlé de ce que ça veut dire de grandir ici et de se rendre compte qu'il n'y avait aucune chanson qui parlait vraiment de sa ville et à quel point c'était important pour elle d'avoir une chanson qui parlait vraiment de sa ville et de son expérience. Sur le long terme, beaucoup de ces stratégies ont aidé à faire avancer le mouvement sur le court terme. Mais du coup, la question, c'est comment on fait pour le long terme. L'idée, c'est que là, on les appelle l'orchestre des masques noirs. C'est marrant, comme on peut voir plein de gens qui peuvent se mettre ensemble et faire un orchestre ensemble avec une production incroyable. La version que je vous ai montrée est pas top, mais on peut voir vraiment que c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et tout ce qu'ils ont créé, ces connexions qui se sont créées avec des gens qui sont complètement anonymes, qui ne se connaissent pas du tout. Mais il y a eu des cas aussi où les gens se sont mis à se parler et à se rencontrer. Les voisins se sont mis à se parler parce que comme ils peuvent pas faire confiance au gouvernement, il faut qu'ils se fassent confiance entre eux. Donc ils se sont organisés entre eux, les petits quartiers, les voisins se sont mis à se parler.
Donc les gens qui se sont... plein de gens qui au final vivaient dans cette ville géante et se parlaient jamais, et se connaissaient pas. Et au final se sont mis à se parler et à s'organiser pour se protéger. Et, quelque chose d'autre, c'est que les gens se sont mis à créer des unions libres. Beaucoup d'unions se sont créées cette année. Il y a eu plusieurs tentatives d'organiser des grèves à Hong Kong. La plupart n'ont pas marché parce que les gens allaient quand même au travail. Mais ils essayent de s'organiser sur le long terme et de faire en sorte que les gens rejoignent ces unions pour qu'ils puissent avoir une structure organisationnelle sur le long terme. Donc cette photo, c'est une photo de l'élection du quartier pour voir ce qui s'est passé pendant l'élection. Tous ces gens qui maintenant savent comment faire pour s'organiser et comment faire une campagne. Et donc maintenant, cette connaissance existe chez les jeunes et ces jeunes peuvent utiliser cette connaissance sur le long terme. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après ça? C'est important de se rendre compte que ce qui a été fait à Hong Kong, c'est incroyable en termes d'organisation. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés leur vie complètement sacrifiée, des gens qui se sont fait éjecter de leur maison parce qu'ils étaient politiquement plus acceptés. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés en prison pour plus de 10 ans. Et il y a plein de gens qui, du coup, ne vont pas savoir ce qui va se passer pendant très longtemps. Les gens ont peur de la police. Et donc, une grosse question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que ça continue? Donc, quand on parle à quelqu'un à Hong Kong qui fait partie de ce mouvement, on se rend compte que les gens des deux côtés, que ce soit des gens à Hong Kong ou des gens qui agissent pour la politique, beaucoup de gens atteignent ces limites-là. Plus spécifiquement, il y a un rallye qui a été prévu le 1er janvier. Ils attendent toujours qu'il y ait une lettre d'objection. Donc, ils ne sont pas encore sûrs si ce sera légal ou pas. Donc, ils vont essayer de montrer qu'ils peuvent continuer jusqu'en 2020 et encore après. Donc, l'idée, c'est qu'ils ne peuvent pas se reposer et ils ne seront toujours pas contents et ça va continuer. Beaucoup de gens se sont mis à être investis dans la politique, à se mettre contre le gouvernement, contre la police. Et c'est quelque chose qui ne va pas bouger. Parce que ça va être un problème qui va hanter le gouvernement pendant très très longtemps. Et surtout, rappelez-vous que beaucoup de gens en dessous de 16 ans, et ces gens-là sont très politisés. Et donc, si ces gens vont arriver plus tard et veulent protester, il y en a de plus en plus qui vont arriver, qui vont vouloir protester, qui ne le font pas pour l'instant parce qu'ils sont trop jeunes. Quelque chose que vous pouvez faire, je vous conseille d'aller voir des journalistes à Hong Kong sur Twitter, de les suivre et de les supporter, de leur montrer votre support. Vous pouvez les suivre, c'est des gens qui ont vécu, qui sont nés à Hong Kong, qui connaissent, qui ont toujours été là. Ces gens-là ont aussi fait du journalisme pour l'événement Umbrella. Donc, on sait que ces gens-là sont vraiment savent de quoi ils parlent et vous pouvez vraiment suivre ce qu'ils font. Si vous pouvez, ce serait bien si vous pouviez faire des donations à Hong Kong Free Press. Ils ont fait une couverture média incroyable. Beaucoup de photos sont par la photographe qu'ils ont engagé. Ils font partie de ces manifestations. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça. C'est une histoire qui n'est pas finie du tout et c'est pas prêt de se terminer. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment de continuer à suivre et parler aux gens, suivez les gens qui sont là-bas. Dernier point, mais très important. Je peux vous parler que de Hong Kong parce que c'est mon expertise, mais c'est une année où il y a eu des manifestations partout dans le monde. Et à Hong Kong, c'est pas le seul pays où les gens ont pris des risques énormes contre le gouvernement. Par exemple, en Inde, les gens ont fait une manifestation contre les lois, contre les musulmans. Et beaucoup de gens sont sortis dans la rue pour garder leurs droits en tant qu'humains.
c'est pas forcément, il n'y a pas tant de couverture dans les médias, ou en tout cas moi j'en vois pas tant que ça parce que c'est pas forcément mon expertise. Mais si ça vous intéresse et si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans les autres endroits, je vous conseille vraiment de vous intéresser à ça. Beaucoup de gens qui sont à ces endroits veulent que les gouvernements les écoutent. Sur la gauche, c'est un graffiti au Liban. On voit ce qui se passe à Hong Kong. On voit 5 demandes et pas moins. Et c'est la même chose qui se passe dans les autres pays. Donc peu importe les religions, peu importe qui on est, notre ethnicité, on est tous pareils et on proteste. De l'autre côté, c'est quelqu'un à Hong Kong qui a listé toutes les autres manifestations. Et au final, l'idée, c'est que tous les pays ont un peu la même idée. On fait tous partie du même mouvement. Et donc, si vous êtes intéressé à ce qui se passe à Hong Kong, je veux vraiment que vous intéressiez aussi à ce qui se passe dans le reste du monde. Merci beaucoup. Thank you, Catherine. I don't know if I told you, but I asked for this. Alors ma question, je voulais vraiment être Hérald ici parce que je voulais vraiment écouter ton conférence et c'était tellement bien, c'est exactement ce que je voulais. Donc on a des questions, on a beaucoup de gens qui ont posé des questions sur Internet, donc on va commencer par ça. Donc on dirait que Telegram est très utilisé durant les manifestations. Et quelqu'un sur IAC dit que c'est centralisé et se demande s'il y a des problèmes avec cette messagerie RCA qui est centralisée et contrôlée. Et s'il y a eu des tentatives de bouger ça sur des solutions décentralisées. Merci. Alors, j'ai vu ça que j'ai fait une faute en fait dans mon email, donc comme ça je vous le dis, c'est pas IMT, c'est MIT. Alors, la question sur Telegram, c'est beaucoup de gens en ont parlé. Beaucoup de gens, il y a eu des attaques par exemple cet été sur Telegram. Il y a quelques semaines aussi, il y a eu une attaque, donc ça montre que Telegram est aussi une vulnérabilité en elle-même. Telegram pense que c'est le pays en lui-même qui a fait l'attaque parce que c'était énorme. Donc ça montre que c'est une vulnérabilité. Donc en réponse de ça, les gens ont commencé à discuter de bouger vers d'autres plateformes, mais au final ça ne s'est pas fait. On s'est dit, l'idée c'est que c'est pas génial d'utiliser des plateformes centralisées, mais c'est pas facile de bouger sur du décentralisé parce qu'il y a tellement de monde. Et on veut pas que ce soit. Et l'idée c'est qu'on veut aller le plus vite possible et qu'il n'y ait pas trop de difficultés. Donc centralisé, ça marche. Et sur Internet, ça marche plutôt bien. On a aussi peur que le gouvernement désactive Internet complètement à Hong Kong. Et aussi, il y a aussi l'idée qu'on ne veut pas que les gens se mettent sur des applications qui sont compliquées à utiliser. On veut que n'importe qui puisse y arriver facilement. Donc, je pense que tant qu'il n'y aura pas un gros désastre, comme par exemple Telegram marche pas, ou alors que le gouvernement coupe complètement, là, je pense que les gens bougeront, mais sinon, non. Alors, je suis d'accord que niveau sécurité, c'est pas idéal, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de bouger sur une autre plateforme, donc c'est pour ça que ça se fait pas. Ok, une question de l'audience. Microphone numéro 2, ce sera la dernière question. Faites en sorte qu'elle compte. Je suis vraiment très curieuse à propos de la brutalité de la police. Vous avez dit que vous étiez surprise par la brutalité de la police. Mais comment est-ce que ça peut être
surprenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est juste ça, la police chinoise qui est soudainement devenue brutale, ou est-ce que les gens ne faisaient juste pas gaffe? C'est une très bonne question et je ne pense pas qu'on a une réponse absolue à ça. La raison pour laquelle les gens étaient surpris de la violence, c'est parce que la police avait une très très bonne réputation et qu'ils étaient raisonnables et qu'ils avaient des réponses appropriées. Et là maintenant, cette réputation a été complètement détruite ces derniers mois. Le fait que la police est venue de la Chine, c'est quelque chose qui a été rapporté souvent, mais la plupart du temps c'était des petits incidents. Et il n'y a pas eu de rapport large sur le fait qu'il y a des mouvements majeurs de police de Chine qui vient à Hong Kong. Quelque chose que les gens ont observé depuis l'événement Umbrella, c'est qu'il y a une idée de faire des sièges. Ils ont l'impression que la société entière les attaquait. Donc c'est possible que cette formation de ces limites. Et en fait, je pense que la police a l'impression que c'est justifié d'utiliser la force parce que c'est vraiment fort ce qui se passe. Et c'est aussi parce qu'il y a peut-être des investigations qui ont fait qu'ils sont mis à changer. Quelque chose d'autre, c'est aussi que maintenant ils sont à leur capacité totale, alors qu'avant n'était pas. On a vu qu'ils avaient payé plus de 900 millions de dollars. Et ils ont été entraînés. Ils se sont entraînés peut-être au dernier moment au final. Ils ont été entraînés à réagir de manière violente, mais on n'est pas sûr. Tout ça, c'est vraiment que des théories. Merci beaucoup à Catherine. C'est héroïque, qui est une héroïne d'avoir fait cette présentation pendant aussi longtemps, pour 90 minutes. Donc vraiment.